Attends 2 secondes. Bonsoir à tous et à toutes. Donc j'ai le plaisir ce soir à Espace Marx d'accueillir trois invités en fait qui viennent de publier un livre qui s'appelle Sénégal post-Covid-19 et qui va traiter des souverainetés et ruptures. Et ce livre évidemment a été publié aux éditions L'Harmattan. Donc je propose tout de suite de passer la parole à Abdourahmane Ndiaye, que nous connaissons depuis de nombreuses années, et je suis très content d'accueillir ce soir. Donc à toi, Abdou. Alors bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Merci pour ton invitation, pour nous donner la possibilité de présenter notre livre, notre dernier livre qu'on vient de publier aux éditions L'Harmattan, comme tu viens de le rappeler. Alors, avant de passer à la question de l'organisation du livre lui-même, peut-être tu as raison de demander quelles sont les motivations qui nous ont animés pour produire un tel ouvrage dont le titre est très évocateur. Alors, comme vous le savez, la pandémie, elle peut avoir deux issues. C'est comme toute crise, elle peut avoir deux issues. La première issue, c'est qu'on en meurt. C'est fatal, et puis après, on ne peut plus rien faire. Mais la deuxième issue, c'est qu'on n'en meurt pas, on grandit avec la crise. Donc, la crise nous permet de refonder la société, la crise nous permet de nous poser des questions, de faire une sorte d'introspection des sociétés humaines pour voir dans quelle mesure on peut s'adapter à nouveau aux séquelles que la crise aurait créées. Et nous nous sommes dit, c'est quand même une opportunité. Et cette opportunité, on l'a saisie aussi parce que, comme tu le sais, nous faisons partie d'une grande communauté épistémique qui travaille autour du rapport alternatif sur l'Afrique. Et cette communauté a déjà produit le rapport 0 en 2018 et maintenant le rapport 1 vient d'être publié il y a quelques semaines. Ça a été d'ailleurs lancé le 25 mai, journée de l'Afrique. Et nous nous étions dit, pour le Sénégal, il y a une équipe assez conséquente, vous allez le voir tout à l'heure, on va produire une publication qui porterait sur les ruptures nécessaires pour le Sénégal, allant dans le sens de ce que nous faisons au niveau du rapport alternatif sur l'Afrique. Cher, tu veux ajouter quelque chose aux motivations qui nous ont animés? Je pense que c'est assez complet. Le RASA, c'est une initiative qui compte plusieurs équipes. Évidemment, l'équipe du Sénégal est un peu la plus dynamique. Et elle a, durant le Covid, vraiment été très dynamique dans la réflexion. Une réflexion disons, menée par beaucoup d'experts, beaucoup de chercheurs de différentes disciplines qui se sont interrogés sur la trajectoire du Sénégal et ce que le Covid révèle de ses forces, de ses faiblesses. Et c'est autour surtout de cette discussion que l'idée du livre est née, pour que ces discussions-là ne se perdent pas. Et c'était aussi dans une période où un peu partout au Sénégal, plus que jamais, les chercheurs étaient mis en avant pour trouver des solutions à la fois sur l'aspect sanitaire, l'aspect prévention, mais aussi sur l'impact économique et social que le Covid a eu dans ce pays, aussi dans le monde en général. L'idée, c'était vraiment de saisir ce moment pour faire une contribution marquante sur ce que le Sénégal devrait être et comment y parvenir, en essayant aussi d'être le plus concret et le plus utile possible.
c'est ça l'idée du livre. Effectivement, nous avons pu le finaliser et le lancer il y a 2 mois, ce qui était un bel accomplissement. Alors, pour compléter ce que vient de dire Cheikh, à travers la communauté épistémique qui porte l'initiative de ce livre, l'objectif central est de récupérer la souveraineté intellectuelle africaine, du Sénégal là en particulier, mais l'idée c'est de rapatrier toutes les questions réflexives, stratégiques du développement du continent africain au sein du continent, parce qu'il est quand même temps, toutes les ressources nécessaires pour ce faire sont là, on ne sait pas plus vraiment qu'est-ce qu'on attend pour nous réapproprier notre pensée, qu'elle devienne autonome, indépendante des systèmes de validation occidentaux. Et justement, ceci est inscrit dans la lignée des épistémologies du Sud, dont on parle beaucoup en ce moment. Et donc, les membres du RASA Sénégal ont souhaité contribuer de manière assez forte à la discussion pour un Sénégal post-Covid qui sortirait de la crise régaillardi, grandi et épanoui. Et surtout qui tirerait on enchaîne sur le livre. Surtout qui tirerait les leçons apprises du Covid. Malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on y va tout droit. Cher Omar, tu veux aussi dire quelque chose là-dessus? Oui, bon, peut-être moi, ce que je peux dire, c'est peut-être sur les... Est-ce que ça va? C'est bon là? Oui, ok. Voilà, donc je disais ce que je peux dire, c'est juste compléter en 2 mots, c'est confirmer ce que vous avez dit, mais surtout insister sur le fait que nous avions pensé qu'il était nécessaire à ce stade de proposer des alternatives, parce que la pandémie est un problème, mais c'est en même temps aussi une opportunité pour réfléchir sur nos manières de faire, sur notre dépendance vis-à-vis aussi bien intellectuelle qu'alimentaire, qu'énergétique, qu'autre, et montrer aussi qu'il est possible aujourd'hui de fonder une société ouverte, mais qui soit aussi vraiment capable de réfléchir sur ses propres tares, ses insuffisances, mais aussi suffisamment ouverte vers l'extérieur pour construire des alliances stratégiques capables de l'aider à aller de l'avant. Et enfin, nous étions souvent dit aussi qu'en tant qu'Africains, ce qui nous paraissait important, en tout cas du point de vue RASA, et justement ça transparaît dans le livre, c'est de dire qu'en tant que chercheurs, nous ne pouvons pas faire comme les pays développés qui, à un niveau, peut-être peuvent se permettre certains types de recherches. Nous, nos recherches doivent être totalement orientées vers l'action et capables d'apporter des réponses. Malheureusement, il faut qu'on arbitre entre l'urgence et le long terme. Donc, du coup, on est obligé de prendre en compte aussi les contextes locaux et ça fait partie aussi des ruptures auxquelles nous invitons les différents acteurs. Voilà, je vous remercie. Donc, à vous. Donc, pour ce faire, pour faire advenir cette rupture qu'on loue tous, qu'on voudrait faire advenir ici dans le Sénégal, mais dans toute l'Afrique, hein. C'est notre ambition, c'est sur toute l'Afrique, mais comme l'ouvrage porte sur le Sénégal, on va se limiter à ça. Mais pour décoloniser la pensée africaine, il me semble qu'on peut comprendre l'organisation du livre autour de 21 contributions, évidemment produites par 33 contributeurs sénégalais. Après, évidemment, une analyse du contexte macroéconomique, on propose des approches sectorielles et territoriales au niveau des secteurs, comment dirais-je, qui portent un petit peu les dynamiques populaires et non pas les secteurs qui portent la croissance économique, puisqu'on y reviendra, la croissance, elle est organisée de manière à être extravertie, c'est-à-dire que les bénéfices ne reviennent pas forcément aux Sénégalais, aux
consommateurs sénégalais, aux producteurs sénégalais, etc., etc. Donc l'idée, c'est, de ce point de vue-là, de rompre avec cette approche de la petite économie ouverte, extravertie, qui dépend de l'extérieur et qui doit tout. Et la pandémie, justement, a montré que ce modèle n'est pas durable, puisque lorsque on ne peut plus utiliser les voies aériennes, les voies fluviales, etc., notamment liées à la pandémie, nous nous sommes heurtés à une situation où notre sécurité, qu'elle soit alimentaire, économique, sanitaire, etc., était fortement menacée. Donc on voit bien que cette stratégie d'extraversion, elle a un coût extrêmement élevé, et c'est à nous de réfléchir à la façon dont on pourrait atténuer ces coûts et petit à petit rompre avec ce système pour aller vers une approche beaucoup plus résiliente, une approche endogène qui va puiser ses ressources, son inspiration de nos valeurs, de notre histoire, de notre civilisation, etc., etc. C'est ça, une de nos grandes ambitions dans ces livres. Avant de passer la parole à Sergueï, simplement ajouter que nous avons évidemment analysé l'ensemble des secteurs économiques du Sénégal, l'agriculture, bien sûr, la pêche, les activités navales, pas que la pêche, on y reviendra si nécessaire, faire du Sénégal un hub naval qui participerait à une économie de construction d'engins, à une économie de réappropriation de la façade atlantique, parce que nous avons 740 km de façade atlantique dont on ne fait pas beaucoup de choses à part la pêche. Donc je pense qu'il est possible de valoriser différemment ces ressources dont on dispose. Et pour ce faire, évidemment, on dénonce la posture complice de la surexploitation des ressources naturelles qui sont encouragées par des organisations comme la Vision minière africaine ou des organisations comme l'initiative de transparence des industries extractives qui, au fond, semblent vouloir démocratiser le secteur, semblent vouloir suivre un petit peu les dynamiques du secteur pour tempérer les ardeurs d'un des autres. Mais ce dont nous nous rendons compte, c'est que ces dispositifs ont tendance à toujours aller dans le sens de la marche du monde, donc de la mondialisation, qui ne nous est pas favorable. Donc nous dénonçons cette posture qui, sous prétexte d'être progressiste, en fait, sape les efforts de développement des sociétés africaines. Oui, le livre en cas tente aussi de sortir de l'économisme exclusif et de s'intéresser à d'autres secteurs, d'autres domaines qui pourraient être des leviers d'une vraie rupture, notamment le système éducatif, qui est aussi à décoloniser. Nous avons, comme on le dit souvent, une école française au Sénégal, mais pas une école sénégalaise. Il y a beaucoup de discrimination, beaucoup d'injustices. Nos langues nationales sont exclues de l'école. Les curricula nous sont très souvent étrangers. Donc, il y a une vraie réforme, une refondation même du système éducatif que nous proposons. Nous avons aussi beaucoup insisté, revenant sur l'économie, sur les concepts, notamment le fameux secteur informel. C'est un vrai serpent de mer, cette discussion. Parce que, bon, depuis notre prime jeunesse, tout le monde se rend compte qu'il y a une insatisfaction à définir ce secteur-là juste comme informel. Mais finalement,
on parle encore d'informel jusqu'en 2021. Il n'y a pas eu d'études de conceptualisation acceptée par tout le monde. Donc, alors que ce secteur occupe entre 50 et 60% du produit intérieur brut dans presque tous nos pays, crée plus de 90% des nouveaux emplois. Voilà. Dans ce livre, nous proposons le concept d'économie immédiate. Donc, d'une économie qui est très proche de son milieu, très ancrée dans les valeurs sociales, les valeurs relationnelles, qui est très tournée vers des principes comme la solidarité. Nous qui travaillons ou qui avons un peu travaillé sur les questions d'économie sociale et solidaire, Abdou notamment, nous sentons une vraie parenté entre ce secteur-là et le secteur de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si le gouvernement du Sénégal a créé, il y a 4 ans, le premier ministère de l'économie sociale et solidaire qui essaie d'épouser le secteur dit informel. Mais en tout cas, sur la définition, pour nous, c'est un secteur qui est immédiat par l'impact qu'il a sur son milieu le plus proche. C'est un secteur qui génère des ressources sur place qui ont un fort impact sur les gens, sur la société. Donc, il faut désormais dire économie immédiate au lieu d'économie informelle. Évidemment, le livre pose aussi la question de la souveraineté numérique dans un contexte où le numérique a occupé une place très importante dans nos vies au moment où nous devions rester chez nous. Les écoles ont été transformées, les apprentissages, la manière de travailler, et tout ça a généré aussi une réflexion sur ce que serait notre société demain si on veut le réinventer sous le prisme d'une nouvelle souveraineté numérique. Je pense que Cheikh Omar pourrait revenir sur la souveraineté alimentaire, qui a été un thème très important du livre, notamment en montrant comment se sont portés les secteurs économiques les plus importants conditionnant l'alimentation, la production et la consommation. Et je pense que les contributions qui ont été faites dans le livre sont issues de recherches nouvelles qui ont été faites durant le Covid. Je vais laisser le soin de revenir là-dessus. Bon. Peut-être. Pardon. Oui, cher. Vas-y, Abdrahman, vas-y. T'en prie. Je voulais simplement dire que dans la suite de ce que vient de présenter Cher, nous avons tenté de réhabiliter les valeurs et les savoirs endogènes. Pour nous, l'économie relationnelle est très importante et c'est une piste féconde pour améliorer le vécu de la société, de l'écosystème social dans son ensemble. On a vu que pendant la pandémie, pendant les confinements successifs que nous avons vécus, le relationnel était devenu une denrée extrêmement importante. Et je pense que ça préfigure des modes de vie de demain. Si nous voulons continuer à avoir une vie sociale, il faut que l'on passe de plus en plus notre temps à réfléchir sur l'économie relationnelle. On voudrait s'appuyer sur ce qu'on appelle les soft skills, hein, les compétences, on peut les appeler les compétences faibles, comme les liens faibles. Je parlais de l'économie relationnelle tout à l'heure, mais
c'est souvent considéré dans l'économie néolibérale comme des variables faibles, alors qu'en fait, elles ont énormément de force, ces variables dites faibles. Et on voudrait justement nous appuyer sur ces variables pour développer des modèles de croissance plus authentiques. Nous nous sommes intéressés du coup aux innovations frugales et aux technologies frugales. Comment est-ce qu'on pourrait réadapter des technologies de première ligne dans nos modèles de développement? Sortir du mimétisme, vouloir tout importer n'est pas possible. Aujourd'hui, on le sait. Et je pense qu'il faut valoriser les savoirs endogènes. Il faut valoriser les innovations qui sont produites localement pour justement accompagner ou susciter des bifurcations dans nos trajectoires de développement. Cher a parlé de la réhabilitation des langues nationales dans le système éducatif. Je pense que ce n'était pas la peine d'y revenir, mais par contre, la question de notre souveraineté alimentaire, elle est fortement posée. Et je pense que Cheikh Oumar, là-dessus, je rappelle que Cheikh Oumar est le responsable d'un think tank qui initiative participative agricole rurale. Voilà, donc il travaille beaucoup sur cette question du rural au Sénégal, de l'agriculture, des modèles qu'on pourrait mettre en place, de l'accompagnement des acteurs, etc. Bon, je le laisse parler un petit peu de la question de la souveraineté alimentaire et agricole. Ok, merci Abdourahmane, merci Cheikh. Bon, il y aura beaucoup de Cheikh entre les deux. Alors, je voudrais insister effectivement sur la dimension des politiques alimentaires qui pourraient être revisitées à la lumière justement de ce que la pandémie a entraîné comme conséquence aujourd'hui. On sait que globalement, nos États ont beaucoup investi dans ce qu'ils appellent l'autosuffisance alimentaire, et plus particulièrement dans certaines spéculations les plus consommées au Sénégal. Et nous, en tant que chercheurs, on voulait porter un regard critique sur ces options, mais tout en essayant de voir aussi comment ça s'inscrit dans la durée. Parce qu'on est convaincu que, par exemple, depuis 15 ans, l'État, les différents gouvernements qui sont succédés ont beaucoup mis l'accent sur l'autosuffisance en riz, comme une façon aussi d'assurer l'indépendance alimentaire. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que bien que cette option soit compréhensible au regard justement des caractéristiques résiduelles du marché mondial du riz, qui n'est que 7% de la production mondiale, et surtout de l'expérience des restrictions sur les exportations de riz qui sont imposées par les pays asiatiques durant la période 2008, si vous vous rappelez bien, qui a entraîné d'ailleurs la crise, vraiment les émeutes de la faim dans certains pays comme le Sénégal. Mais ce que nous voudrions montrer sur la question de la sécurité, en tout cas de l'autosuffisance en riz, qui témoigne justement de cette volonté de l'État d'avoir une certaine souveraineté alimentaire. Mais ce qui nous paraissait important, c'est que malheureusement, on s'est beaucoup focalisé sur le court terme. Et nous pensons qu'il est important de baser tout ce que l'État voudrait faire sur des évidences scientifiques. En tant que think tank, nous, on travaille beaucoup sur des perspectives d'évidence et informed policy making pour voir comment, à partir des évidences scientifiques, il est possible d'éclairer les décisions politiques. Et là, effectivement, nous avons formulé un certain nombre de recommandations, ou en tout cas de pistes qui nous paraissaient intéressantes. C'est justement, on ne peut pas aller vers cette souveraineté alimentaire si on ne développe pas suffisamment l'industrie. Et que ce volet industriel devrait se baser sur la transformation des chaînes de valeur agroalimentaire, en intégrant tout ce qu'il disait tout à l'heure, l'économie de l'immédiateté, justement, tout ce qui a trait aux micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises, développer les produits semi-finis qui servent de matière première à l'industrie. Mais également le développement des terroirs, en mettant l'accent sur les produits locaux, mais en renforçant les systèmes alimentaires locaux. Donc, il y a toute une stratégie que nous avons développée de ce point de vue. Mais aussi, il y a un accent très important de plus en plus, justement, que la pandémie permet aussi de remettre sur, en tout cas, sur la table, c'est l'amélioration de la santé et de la nutrition. Je crois que ça, c'est vrai qu'au début, la plupart
de Sénégalais, et de façon globale même des Africains, on considérait plus que les questions de santé, de nutrition n'étaient pas prioritaires. Vous voyez, on était plus focalisé sur l'augmentation des productions et puis sans forcément se préoccuper de l'impact en tout cas, certaines formes de consommation pouvaient entraîner. On pensait plus que c'était des problèmes qui se situaient au niveau de l'Occident. Et de plus en plus, nous vivons ces questions parce qu'on est dans des sociétés urbanisées, on est aussi dans des sociétés sédentaires de plus en plus. Donc, du coup, c'est des questions qui deviennent de plus en plus importantes au niveau du Sénégal particulièrement. Et enfin, il y avait la dimension de création d'emplois décents, justement, pour les jeunes et les femmes. Et nous, notre conviction, c'est que notre société, enfin le Sénégal de façon globale étant un pays dont l'économie est essentiellement basée sur l'agriculture, notre objectif, si on veut justement parler de ces questions de migration, des jeunes, tous les problèmes que cela pose, encore qu'il faudrait, c'est une des questions qu'on essaie aussi de déconstruire, puisque la migration, elle est à pratiquement plus de 70% intra-africaine avant d'être internationale et européenne. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'idées reçues et en se battant contre ces idées reçues, on essayait de construire des argumentaires qui permettent de croire d'abord en nos propres capacités de répondre à ces préoccupations qui sont des préoccupations au niveau mondial. Et enfin, donc, je disais, nous sommes convaincus que la création d'emplois passe par la transformation des chaînes agroalimentaires qui peuvent être des sources importantes de création d'emplois. Donc, voilà quelques éléments et nous pensons qu'il faut s'appuyer sur l'éducation, la formation. Et il y a un certain nombre de pistes. Maintenant, l'enjeu, c'est de traduire cela dans la négociation avec les décideurs politiques pour en faire de véritables politiques publiques basées sur justement des évidences scientifiques. Ouverture. Merci, cher Oumar. Quand cher Oumar parle des chaînes de valeur agricoles, il fait précisément référence au système agroalimentaire localisé. On n'est pas dans les systèmes mondialisés, vous l'avez compris depuis le début, hein. On propose des ruptures à ce niveau-là. On pense qu'il faut revenir au local, il faut revenir à la proximité. Et donc, les systèmes agroalimentaires localisés, qu'on appelle les SIAL, sont une image singulière des systèmes productifs locaux. Donc, c'est vraiment dans cette approche de relocaliser l'activité économique, dans cette approche de revenir à la proximité, dans cette approche de retravailler le local à la lumière des théories, de la théorie des sites symboliques d'Hassan Zawal. Nous avons aussi, dans notre travail, essayé évidemment, à la lumière de ce qui vient d'être dit par Cheikh Oumar, d'institutionnaliser des formes coopératives, développer des initiatives situées, localisées, dans la perspective des théories des sites symboliques, évidemment, qui se réfèrent aux travaux d'Hassan Zawal, ce que je viens de dire. Et puis, nous avons comme un objectif principal de déconstruire le mythe du franc CFA, de contribuer à cette déconstruction du mythe du franc CFA et peut-être réussir à sortir de cette monnaie coloniale, celle qui subsiste encore aujourd'hui, et aller vers une monnaie souveraine en Afrique de l'Ouest. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que la pandémie a mis en évidence l'importance de la souveraineté monétaire. Parce que les pays du Nord ont tout de suite développé des politiques budgétaires et monétaires expansives au lendemain de l'annonce de la pandémie. Mais le Sénégal, par exemple, a dû faire recours au FMI pour justement avoir quelques ressources financières supplémentaires pour mettre en place une politique d'amortissement de ce qu'ils appelaient le plan de relance de l'économie sénégalaise après pandémie. Donc, ça montrait quand même un problème, c'est que quand on a une monnaie non souveraine, on n'a pas les coups des franches, on ne peut pas tout faire. On est obligé de demander des autorisations. Et alors que dans un contexte de souveraineté monétaire, le gouvernement n'a absolument plus de contraintes de financement. Mais attention,
Ce n'est pas parce que le gouvernement n'a plus de contraintes de financement qu'il n'a plus de contraintes. Il a une contrainte de ressources réelles. C'est-à-dire qu'il peut créer de la monnaie autant qu'il veut, à condition que cette monnaie soit connectée avec la production réelle. Sans quoi, comme vous le savez tous, ça va produire de l'inflation. Et l'inflation va anéantir en fait tous les efforts de croissance qui seront faits, parce qu'avec une inflation, par exemple, on ne peut plus devenir compétitif au niveau international. Quand les prix flambent comme ça, notre compétitivité internationale est fortement remise en cause. Donc, quand on dit qu'on peut desserrer la contrainte financière, cela ne veut pas dire qu'on n'a plus de contraintes du tout. Cela veut dire qu'il faut travailler maintenant à lever des ressources réelles, c'est-à-dire les ressources réelles, la terre, la main-d'œuvre, les matières premières, les équipements, les capacités techniques, organisationnelles, etc. Bref, tout cet ensemble-là. Et ce que nous disons, après une analyse tout à fait claire, sans concession, ce que nous disons, c'est que le cadre de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, qui dépend, comme vous le savez, du franc CFA, donc qui est lié à l'euro par le franc CFA, cette union économique et monétaire et la monnaie qui est véhiculée, le franc CFA, ne sont pas appropriés à la mobilisation des ressources réelles, ici en Afrique de l'Ouest. Donc je pense qu'il faut que nous refondions justement nos politiques monétaires et budgétaires et monétaires. Comme vous le savez, comme on est dans la zone franc et que la zone franc est pilotée depuis la Banque de France, disons la Banque centrale européenne via la Banque de France, le CFA devient du coup une monnaie très forte comparativement aux économies dans lesquelles il est utilisé comme monnaie. Donc ça crée un problème pour les populations. C'est très bien pour tous ceux qui exploitent les ressources naturelles, pour rapatrier les bénéfices, c'est parfait pour eux. C'est très bien aussi pour tous ceux qui ont suffisamment de patrimoine, notamment financier, pour l'investir dans le reste du monde, parce que ça fait comme la monnaie est relativement forte, c'est une valeur plus appréciable. Mais pour la grande masse de la population, cette monnaie pose problème, parce que cette monnaie est de nature à me nuire, à réduire, à grignoter petit à petit le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc, il faut, pour retrouver une souveraineté monétaire réelle, il faut rompre avec l'UEMOA et il faut rompre avec le franc CFA. C'est ce que nous préconisons. Et nous ne sommes pas pour l'éco franc CFA. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pour ce qu'essaie de mettre en place le président français Emmanuel Macron et le président ivoirien Alassane Ouattara, c'est-à-dire phagocyter le franc CFA et créer une monnaie soi-disant nouvelle, mais qui en réalité n'est nouvelle que de nom. Changer le franc CFA en éco, l'éco serait la monnaie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous, on veut une monnaie qui ne soit pas surévaluée, on veut une monnaie qui reflète les dynamiques économiques endogènes et qui nous permette de petit à petit de retrouver une certaine compétitivité au niveau international. Voilà sur la question monétaire. Donc, on participe à la grande discussion qui a cours en ce moment sur l'avenir du franc CFA. Qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'il était question de créer une nouvelle monnaie au sein de l'espace de la CEDEAO, donc de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais jusqu'à présent, bon, ça suit son cours, mais on voit bien qu'il y a une tentative de torpillage très, très importante qui est menée, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, par le président français et le président ivoirien. C'est Romain ? Oui, oui, non, mais je pense que sur la base, je ne sais pas quelle est la progression, mais je pense que
il serait possible aussi de recueillir un peu leurs suggestions, leurs questionnements. Je ne sais pas comment on va procéder là. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que... Comme vous voulez, si vous voulez. Moi, éventuellement, Martine, est-ce qu'au point de l'exposé, là, est-ce que tu as éventuellement quelques questions à poser ou réactions? Moi aussi, j'ai quelques éventuellement questions à vous poser. Martine? Oui, je veux bien intervenir parce que je suis la seule, mais je dois avouer que je suis d'une incompétence rare concernant la problématique du Sénégal. Je vous remercie d'avoir développé tout ce que vous avez développé. La seule chose que je pourrais dire, vous parlez de souveraineté au Sénégal, de recherche de cette souveraineté aussi bien sur le plan alimentaire, énergétique, économique, mais enfin, je ne sais pas si vous savez, mais en France, avec la pandémie, parce que le point de départ de votre livre, c'est la pandémie et après, est-ce que ça a révélé? Moi, je vais vous dire de mon côté, c'est en France, les gens les ordinaires ont compris qu'on n'avait plus aucune industrie, que tout ce qui est de l'ordre de l'industrie pharmaceutique, on n'est même plus capable de fabriquer de l'aspirine, que tous les produits viennent d'ailleurs qu'en France, et une illustration terrible sur les méfaits de la mondialisation qui ont été révélés par la pandémie, le bois. En France, on a l'habitude de dire qu'il y a beaucoup de bois. Vous savez qu'en ce moment, il y a une terrible pandémie de bois en raison d'une concurrence entre le Canada et les États-Unis. Eh bien, le petit Français moyen de base qui veut construire sa maison ne trouve pas de bois pour faire sa charpente actuellement. Voilà, la pandémie a révélé des choses comme ça. Ça, c'était le premier point que je voulais dire parce que j'ai vraiment entendu dans vos paroles des choses que je n'arrête pas de travailler en ce moment sur la souveraineté intellectuelle. On n'a pas été fichu de trouver un moyen de lutter. L'Institut Pasteur s'est relevé en dessous de tout en ce qui concerne la recherche sur ce virus. Et vous parlez de décoloniser, mais moi, je parle de démondialiser et de revenir sur des productions plus locales. Et tout ce que vous avez développé par rapport au Sénégal, on pourrait absolument faire un duplicata sur ce qui se passe en ce moment en France. J'aurais une question. Vous avez parlé du franc CFA et des relations avec ce que vous appelez l'Occident. Qu'en est-il des relations entre le Sénégal et la Chine? Est-ce que les Chinois sont aussi présents en Afrique de l'Ouest qu'ils le sont en Afrique de l'Est? Voilà, ça serait ma question. Si vous pouvez me donner quelques indices, je vous en remercie. Allez-y, si vous souhaitez répondre. Oui, moi je vais donner quelques éléments de réponse, puis je vais laisser les autres répondre. Sur la question des délocalisations, en fait, les délocalisations, elles ont deux faces. C'est une dévitalisation dans les centres anciennement industrialisés et c'est un nouvel investissement des pays du Sud. Bon, il y a des théories du commerce international qui expliquent que compte tenu du cycle de vie des produits, il arrive un moment où les produits ne sont plus intéressants à produire sur place ici dans les pays anciennement industrialisés, mais c'est plus intéressant du point de vue de la rentabilité financière de les délocaliser dans les pays du Sud et de garder que la dimension recherche-développement ici dans les pays du Nord. Bon. Mais on voit bien que le coût social, le coût sur l'écosystème social est extrêmement élevé. Et ça montre aussi qu'il y a une contradiction flagrante entre les logiques de rentabilité et les logiques sociales. Et le politique, aujourd'hui, n'arbitre pas en faveur du social. Il a tendance à arbitrer en faveur de l'économique parce que ce qu'il pense, c'est que le social est l'arrière-cour de l'économie. Donc, si l'économie va bien, le social va forcément aller bien. Ce qui est faux, évidemment. Parce que en temps d'expansion économique ou de croissance économique, il n'est pas dit qu'il y ait des retombées immédiates sur
les populations, la classe populaire, la classe moyenne. Ce En que général, certains ont même appelé le ruissellement. C'est ça, l'effet de ruissellement, c'est un mythe. Hein, c'est un mythe, comme le dit Arnaud Parienti. C'est un mythe qui ne s'est jamais révélé et qui ne se révélera de toute façon jamais. Ça, c'est sur la question des délocalisations. Sur la démondialisation, vous avez raison de dire en effet que la démondialisation, aujourd'hui, de toute façon, elle est déjà à l'œuvre. Moi, je pense qu'il faut en convenir. La démondialisation est déjà à l'œuvre depuis un certain temps. Et le signal le plus fort qu'il a attesté, c'est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Une fois que cette guerre est déclarée, on voit bien qu'on n'est plus dans des approches d'ouverture à tout va, on est plutôt dans des approches un peu mercantilistes, c'est-à-dire à la fois on ouvre, on demande aux autres d'ouvrir, mais à la fois on essaie de fermer aussi. C'est-à-dire qu'on veut exporter, mais on ne veut pas importer. Donc on va tout faire pour rendre les importations difficiles, et c'est ça qui a petit à petit lancé le processus de démondialisation. Mais de toute façon, on le sait tous, cette mondialisation telle qu'elle était positionnée, telle qu'elle était pensée et appliquée, elle ne pouvait pas être durable. Elle ne peut pas être durable parce que son coût politique, son coût social, son coût environnemental, ils sont trop élevés. Alors quand on voit les gains qui en ressortent et à qui profitent ces gains qui en ressortent, je pense qu'on voit tous que malgré le fait que, évidemment, nos pouvoirs publics sont devenus des courroies de transmission de cette pensée néolibérale, malgré ça, on voit qu'il y a énormément de résistance, énormément de réticence quant à la poursuite sans nuance de ce projet. Maintenant, en ce qui concerne la Chine est très présente en Afrique. Que ce soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, la Chine est un peu présente partout en Afrique. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que va produire la présence de la Chine en Afrique. Est-ce qu'on est dans une approche impérialiste, comme ça a toujours été le cas avec les Occidentaux, ou est-ce qu'on est dans une approche historique du Sud global, c'est-à-dire des trois continents, Asie, Amérique latine, Afrique, qui étaient dominés et exploités par les Occidentaux? Est-ce qu'on poursuit cette logique de collaboration, de partenariat Sud-Sud? Évidemment, comme on le sait, les partenariats ne sont jamais vraiment équitables. Ils peuvent être plus ou moins équilibrés, mais ils ne sont jamais vraiment équitables. Il y a toujours un donneur d'ordre dans les partenariats et il y a toujours un exécutant dans les partenariats. Donc, en effet, il y a quelque chose à travailler qui est ambigu, à travailler, mais attention, moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la Chine est un nouvel impérialisme parce qu'elle a chassé les Européens. Je ne vois pas les choses de cette manière. Et je ne suis pas en train de vouloir réfléchir entre la Chine et l'Occident. Ce débat ne m'intéresse pas. La Chine ou l'Occident, s'ils ont une approche impérialiste, pour moi, c'est exactement la même chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on rend nos sociétés souveraines. Notre réflexion, on l'emploie pour savoir comment on y va, par quel levier rendre nos sociétés souveraines. Évidemment, si la Chine peut nous y aider, la Chine est bienvenue. Mais si la Chine a une position purement opportuniste, qui consiste à faire de l'Afrique simplement un prolongement de ces marchés, donc une recherche des débouchés. Comme vous le savez, la Chine est dans une situation de récession depuis quelques années maintenant, et la production chinoise est tellement énorme qu'elle ne peut de toute façon pas être absorbée par le marché chinois. Donc le monde est devenu une poursuite, un prolongement des débouchés de la Chine. Alors l'Afrique ne fait pas exception. Mais la Chine a un autre atout, c'est que la Chine, financièrement,
contribuent à l'effort de développement. Évidemment, pour elles, d'abord, ensuite pour les Africains. C'est toujours le cas, de toute façon, ça, on le sait. Donc, c'est à nous, moi je pense, hein, c'est à nous de rester vigilants, de faire jouer la concurrence en termes de coopération. Hein, parce que maintenant, avec l'arrivée des pays émergents, il y a une sorte de mise en concurrence des offres entre ce que propose le vieux monde et ce que propose le nouveau monde. Et là, je pense que le Sénégal, mais de manière plus générale l'Afrique, pourrait peut-être tirer parti de cette nouvelle géopolitique mondiale. Cheikh Oumar? Je pense que tu as dit l'essentiel. Hein. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Je partage totalement le point que tu as développé. Maintenant, c'est clair que, compte tenu du fait que l'essentiel des ressources, plus de 40% quand même, des ressources naturelles se trouvent sur le continent africain, c'est clair que ça crée énormément d'appétit, énormément d'intérêt. Et donc, l'Afrique devient un terrain, effectivement, de positionnement. Et ça, comme dit Abdourahmane, l'essentiel est de connaître ses intérêts. Et je crois que là, c'est à l'élite africaine aussi de pouvoir renouveler un peu la manière de percevoir aussi l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est très choquant de voir à côté de toutes ces richesses et puis bon, voilà, la misère aussi qui se développe. Je crois que c'est des questions qui nous interpellent en tant qu'intellectuels. Et justement, Raza se positionne un peu sur ces interstices aussi pour essayer de remettre cela en débat. Mais il y a un autre aspect peut-être qu'il faudrait aborder, c'est juste tous les aspects aussi qui pourraient être positifs par rapport un peu à ce que la pandémie a révélé et la capacité aussi de l'Afrique à faire face. Je crois qu'il y a on a commencé un peu pour montrer aussi ce qui ne va pas, mais il y a des aspects, notamment la manière dont aujourd'hui la pandémie a été gérée en Afrique, même si aussi l'Afrique a bénéficié d'un certain nombre de facteurs démographiques et autres. Voilà, c'est des éléments positifs aussi qu'il faut mettre dans le débat. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Merci. Si je peux me permettre, deux ou trois remarques ou questions. Dans votre recherche, je dirais, de l'indépendance intellectuelle en Afrique et la volonté de vous reconstruire, je dirais, une identité, et, parce que je crois qu'elle existe de toute façon, mais en tout cas, de peser à égalité dans les débats culturels au niveau international. Comment vous appropriez la notion de créolisation d'Édouard Glissant? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré dans votre réflexion pour aborder justement les enjeux de la mondialisation et les enjeux de recherche d'une nouvelle coopération internationale? Alors, vaste question que celle de... je disais tout à l'heure dans mon premier mot que notre travail s'inscrit dans le droit fil des épistémologies du Sud. Celle qui vise à partir du Sud, à exiger une reconnaissance, une correction de l'épistémologie qui a toujours été considérée comme un bien appartenant au Nord et devant être emprunté au Nord et que le Sud ne doit pas produire son épistémologie, il doit simplement suivre. Donc c'est ça. Et c'est quand on dit, tu as raison d'attaquer par le biais de la souveraineté intellectuelle, idéologique même, parce que c'est comme si en fait les choses sont posées comme si le monde devait toujours tourner autour des idées nées en Occident et défendues par l'Occident. Et je trouve que l'approche des épistémologies du Sud est quand même une approche plutôt euphémisante, parce qu'elle réclame simplement une reconnaissance. Elle ne va pas jusqu'à nier les épistémologies du Nord. Or, dans les épistémologies du Nord, il me semble qu'il y a quand même des choses qu'on peut contester parce qu'elles ne sont pas porteuses de progrès social. Il faut quand même le rappeler. Et
notre approche, c'est une approche qui rejoint éminemment l'approche d'Édouard Glissant, parce qu'on est dans une approche de décolonisation. On est dans une approche de réappropriation de notre destinée. On n'est pas dans une posture de demande de charité. On veut rompre avec cette posture de demande de charité. Et on veut que nos gouvernants intègrent cette dimension importante. On n'est pas en train de demander de la charité. Au mieux des cas, on nous prête et on rembourse. Les dons dont on parle, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça ne représente absolument rien. Et comme vous le savez, c'est un levier de recherche de débouchés. Hein. Parce que quand il y a des dons, il y a toujours des conditionnalités qui les accompagnent. Et ces conditionnalités, ça permet aux entreprises, notamment françaises ou américaines ou je ne sais de quelle autre nation, chinoises et autres, de pouvoir se positionner sur les marchés africains. Et en fait, ne nous trompons pas. Je crois que rompre avec cette soumission intellectuelle, c'est aussi commencer à façonner, à créer un monde multipolaire dans lequel, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui, les Européens en seront nettement soulagés. De devoir tout le temps penser avoir la responsabilité de l'Afrique sur leurs épaules, ils en seront soulagés. On ne leur demande plus ça. On ne veut plus leur demander ça. Et je pense qu'il faut insister sur ce point. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent bien les enjeux. Il ne s'agit pas simplement de faire une sorte de révolte contre l'oppression. Ce n'est pas ça dont il est question. Il est question d'arriver à un âge de maturité dans les sociétés humaines et de comprendre que toutes les sociétés humaines sont en mesure de s'occuper de leurs propres affaires, comme elles ont fait durant toute leur histoire. Et que le jour où on arrivera à vraiment décoloniser tout le monde sera plus serein, tout le monde sera plus tranquille. Et je vous assure que les Européens, les Occidentaux de manière générale, ne le regretteront pas. Ça, j'en suis sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner à voir un peu mieux les effets de la France-Afrique, justement, sur le Sénégal? Je ne parle pas du reste de l'Afrique, mais on sait quelle présence il y a malheureusement des grands groupes industriels français, comme Total, comme d'autres, hein, je veux dire. Mais comment vous essayez comment dire, d'abord d'une part, de retrouver une souveraineté sur la maîtrise des ressources exploitées et en même temps créer de nouvelles conditions pour que les richesses qui sont finalement tirées de votre territoire retournent aux intéressés pour satisfaire les besoins de vos peuples. Alors, tu veux commencer? Vas-y, vas-y. Tu veux que je commence, c'est ça? Oui, okay. Tu peux commencer si tu veux. Non, vas-y, vas-y. Écoute, moi, si je devais résumer la situation de la relation de domination dont tu parles, Dominique, je le ferai à travers deux idées. La première idée, c'est la tentation agressive du président Macron sur son précaré en Afrique en ce moment. Après avoir convoqué la conférence sur le financement des économies africaines post-Covid, donc au deuxième décan du mois de mai, là, ça vient juste de se tenir à Paris, ce qu'on appelle le sommet de Paris, pour soi-disant trouver des solutions à l'endettement de l'Afrique. Alors, ça m'interpelle, ça me laisse perplexe et ça m'interpelle en même temps, parce que je me souviens, dans les années 90, quand on a fait la campagne Jubilé 2000 pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui s'est terminée par une grande conférence internationale panafricaine à Dakar,
dont j'étais membre du comité d'organisation de cette conférence, où on exigeait déjà, en 2000, on exigeait déjà l'annulation de la dette. On nous avait proposé l'initiative dite des pays pauvres très endettés, que vous connaissez probablement. Ça a été une invention du président Jacques Chirac au sommet de Lyon, G7 de Lyon de 1996, pardon. Et cette initiative a été renforcée à Cologne en 1999 par le chancelier allemand, c'était Gerhard Schröder. Cette initiative, telle que je l'avais analysée à l'époque, et ça a fait l'objet d'une publication, telle que je l'avais analysée à l'époque, pour moi, c'était une initiative qui permettait aux créanciers de se faire rembourser. Mais ce n'était pas une initiative qui permettait aux débiteurs de souffler un peu. Donc, si vous voulez, à chaque fois qu'on dit qu'on cherche une solution à l'endettement de l'Afrique, au fond, quand vous regardez bien, on cherche une solution aux créanciers des dettes africaines, en fait, en réalité. L'histoire nous a montré finalement que ces initiatives, on peut partir de l'initiative Brady, on peut partir des premières initiatives, début des années 80, fin des années 70. Et on verra que toutes ces initiatives n'ont jamais réglé le problème. Et lorsqu'elles étaient pensées et proposées, tout le monde savait qu'elles ne régleraient pas le problème, ces initiatives. Et on est devant cette sorte d'aberration, hein, où on nous dit on cherche des solutions, mais en réalité, on voit bien que ces solutions qu'on cherche, contrairement aux effets d'annonce, ne sont pas pour ce qu'on pense, c'est pour d'autres. Ce ne sont pas pour les débiteurs. Donc, ça, c'est un premier point qui me semblait important à rappeler. Le second point, c'est l'omniprésence de la grande distribution française en Afrique, et en particulier au Sénégal. Ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder très rapidement. Je ne vais pas longtemps vous entretenir de ça, mais il y a une protestation, une révolte qui a été montée par une association de la société civile, une organisation de la société civile qui s'appelle en front, je crois que c'est Front anti-impérialisme et panafricain, comme ça, pour la révolution anti-impérialiste et panafricaine, donc le FRAP, F-R-A-2-P. Et le FRAP a réussi à réunir un certain nombre d'acteurs autour de lui pour contester l'omniprésence de la grande distribution française, l'offensive, c'est une vraie offensive au Sénégal. Et donc ça s'appelle, la protestation s'appelle Auchan dégage, mais elle ne vise pas qu'Auchan, c'est le symbole de cette protestation, c'est simplement comment dirais-je, c'est le mot d'ordre qui a été pris, qui a été lancé pour ce mouvement, mais pour cette protestation, mais ce n'est pas que Auchan, parce qu'il y a Auchan qui est présent, il y a U qui est là, il y a Carrefour qui est très présente en Afrique. Bref, il y a toutes les grandes enseignes, en fait, de la grande distribution française sont très présentes au Sénégal. Alors, le problème, c'est que c'est diversement apprécié. Il y a une partie de la population qui n'est pas majoritaire, évidemment, qui voudrait un peu plus d'implantation de ces commerces de proximité parce que ça, pour eux, en tout cas, ça crée une certaine distance avec le commerçant. Donc, ça rompt avec les habitudes qu'on a actuellement. Ça permet d'anonymiser un peu plus les clients parce qu'on rentre dans un système d'anonymat, c'est la grande distribution. Il y a une caissière, on ne la connaît pas, on ne cherche pas à échanger pour ce. Bref, il y a ce système, pour certains en tout cas, ce système serait idéal.
Mais ce système a un coût économique et social très élevé parce que Auchan cherche à nous faire croire qu'elle va développer des partenariats pour accompagner et renforcer l'agriculture locale. Évidemment, on a bien vu les relations qu'Auchan entretenait avec les producteurs locaux dans l'Hexagone. Je n'ai pas eu l'impression que ces relations de partenariat étaient particulièrement au bénéfice des petits producteurs. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que ce serait le cas au Sénégal. Donc, pour l'instant, en tout cas, voilà, je voulais répondre à ta question à partir de ces deux éléments, la question de l'endettement et la question de la grande distribution. Et cette grande distribution, en fait, cher Omar pourrait développer un peu plus, cette grande distribution, non seulement elle impacte les systèmes de production agricole locaux, elle impacte tout un ensemble de petits commerçants des coins de rue qui vivent de ce travail-là, de leur petit commerce, parce que Auchan a un peu tendance du coup, à balayer ces petits producteurs des coins de rue, compte tenu de son implantation, mais l'implantation est Auchan et les autres, hein, je parle de la grande distribution française, l'implantation est relativement conséquente quand même dans les centres urbains sénégalais. Si bien que les annonces, en fait, les annonces ne seront jamais suivies d'effet. Juste pour terminer, et le problème qu'on a, c'est que le plan Sénégal émergent, qui est actuellement en vigueur au Sénégal pour mise en place par le président Macky Sall qui est actuellement au pouvoir. Ce plan a été donc mis en place en 2014, donc à l'arrivée du nouveau président en 2012. Et ce plan est dans une approche de l'insertion de l'économie sociale à l'économie mondiale. Donc, les mesures qui sont prises dans ce plan ne sont pas de nature à contrecarrer la grande distribution française. Bien au contraire. Et lorsque la fronde a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur, le président de la République a publié un décret présidentiel pour organiser, si tu veux, si vous voulez, pour organiser le commerce de distribution de gros. Et on s'est rendu compte, en fait, que le décret présidentiel que j'ai lu attentivement ne satisfaisait pas les frondeurs, mais tel que c'est annoncé dans les médias, c'est comme si c'était une réponse à la fronde. Mais quand on lit le décret, ça n'est pas une réponse à la fronde, c'est quelque chose qui conforte les investisseurs étrangers à venir au Sénégal. C'est un signal fort pour la grande distribution, de manière générale, à se rapprocher du Sénégal, parce que le décret n'a simplement dit qu'il fallait redéfinir les distances entre les marchés traditionnels et les commerces de distribution. Bon, sinon, il n'y a pas une volonté de revenir sur cette offensive dans l'implantation. Bien au contraire, ça constitue, de mon point de vue, un appel d'air pour que d'autres investisseurs viennent, puisque finalement, les frondes populaires ne sont pas... ne produisent aucun résultat qui va dans le sens du progrès de la population. Bien au contraire, ça va toujours dans le sens du grand capital. Cher Omar? Oui, excuse-moi, oui, c'est ouvert. Non, mais je pense que ce qu'il faut juste ajouter dans ce que tu as dit, c'est que il y a eu une révolte, à mon avis, qui n'était pas forcément liée, à mon avis, à l'existence. Je ne sais pas. Bien sûr que non. Je n'ai jamais su ni la bonne. Je suis là, oui. Vas-y. Oui, d'accord. Non, je disais juste que le débat qui est posé en ce moment est très intéressant et il démontre simplement qu'il y a aujourd'hui des rapports qui ont été hérités dans le passé qui ne s'adaptent plus aux réalités actuelles. Et il faut, à mon avis, qu'on arrive à regarder la réalité en face. Bon, il y a de nouvelles préoccupations, il y a de nouvelles demandes. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une véritable demande de la jeunesse et qui peut justement, qui est consciente des enjeux qui existent et des défis
qui sont face à eux. Mais en même temps, je crois qu'il faut qu'on aille au-delà de l'analyse immédiate de ce qui s'est passé par rapport un peu à une certaine perception de l'investissement. C'est clair, aujourd'hui, nous, on a même actuellement un travail en cours, justement pour analyser l'impact de ces types de commerce, que ce soit Auchan, Carrefour et autres, de la grande distribution de façon générale, sur l'économie locale. Et on voit que de plus en plus, il y a des contrats qui existent entre les producteurs locaux et ces types de surfaces. Et puis, il y a les cadres moyens qui fréquentent justement ces espaces. Maintenant, la manière dont les choses se passent, parfois aussi, il y a des confusions justement qui peuvent déboucher sur certaines situations qui ont été vécues récemment. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a aujourd'hui une relation qui pose problème et qui doit être analysée de façon, et c'est valable aussi ce qui se passe aussi au Mali aujourd'hui, ce qui se passe dans le Sahel de façon générale. Je crois que quand on parlait un peu de souveraineté, c'est aussi bien intellectuel, on a parlé énergétique, alimentaire et autres, mais c'est aussi la manière même de penser les choses et avoir la possibilité d'échanger avec ce qu'on appelle du gagnant-gagnant, avec que chacun puisse reconnaître ce qu'il attend de l'autre et que ça se base sur un dialogue, quoi. Mais ce qui se passe, malheureusement, les autorités, je crois, qui sont un peu en décalage par rapport aussi à ce que les populations font. Et c'est pourquoi, souvent, il y a des revendications très fortes qui peuvent cibler des acteurs et qui traduisent justement cette situation, malheureusement, dans laquelle nous sommes en train de... En tout cas, les populations se trouvent pas. Voilà. C'est peut-être le point que je voulais ajouter juste dans ce cadre. Mais je pense que la remarque de cher Oumar est d'une importance capitale parce que, en fait, en filigrane, moi, j'entends qu'il dit que notre soif, notre besoin, la centralité de notre revendication, de notre souveraineté, ne signifie pas qu'on veut couper avec le reste du monde. Ce n'est pas ça l'objectif de la manipulation. Le but, ce n'est pas de couper avec le reste du monde. Le but, c'est de pouvoir discuter avec le reste du monde en tant qu'interlocuteur d'égal à égal sur un pied d'égalité. Voilà, sortir de cette situation de subalternisation systématique dont qu'on nous assigne. Hein, je pense que c'est ça, c'est le sens qu'il faut donner. Et nous le disons dans le livre, nous préconisons une déconnexion, mais la déconnexion, elle ne signifie pas une vie en autarcie. La déconnexion, ce n'est pas l'autarcie. Parce que souvent, les gens ont tendance à penser de manière un peu rapide comme ça. Dès qu'on parle de déconnexion, eux, ils entendent qu'on veut rompre avec tout le monde, on ne veut plus affaire avec personne, on ne veut plus avoir affaire avec personne. Mais ce n'est pas ça le propos. Le propos, c'est comment on arrive à reprendre, à récupérer ce qui nous revient, ce qui nous appartient. Comment on organise c'est une révolution finalement. C'est une révolution culturelle qu'il faut mener parce qu'on a encore des réflexes de coloniser. Je me réfère en cela aux travaux du portrait du colonisé. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de réflexes qu'on n'arrive pas à quitter. Et du coup, nous-mêmes, nous alimentons ce néocolonialisme d'une certaine manière. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important que l'on comprenne que la déconnexion, c'est un processus qui permet de se réapproprier sa souveraineté. C'est un processus qui cherche à, en priorité, répondre aux besoins qui se posent dans l'économie. Et s'il y a des surplus, pourquoi pas les échanger avec le reste du monde. C'est-à-dire, la déconnexion, ça veut dire inverser les logiques que nous avons aujourd'hui. Parce que les logiques que nous avons aujourd'hui, c'est je produis pour exporter, j'importe pour vivre. La logique devrait être je produis pour vivre, j'exporte quand il m'en reste.
C'est ça qui devrait être la logique. Or, on n'est pas dans cette approche de travail, de recouvrement de la souveraineté. Et c'est pour ça que je remercie Cheikh Oumar de l'avoir rappelé. Il ne s'agit pas de rompre avec tout le monde, il s'agit de faire en sorte que les gens restent à leur place. Parce que les gens ne sont pas à leur place. Ils nous imposent des choses, ils viennent décider chez nous. Je pense que ça, c'est pas acceptable et il faut que ça cesse. Une petite question complémentaire. Bon, j'ai bien senti, vous faites un travail, de toute façon, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté comme élément de réflexion et de connaissance. J'aimerais savoir un petit peu, vous l'avez un petit peu évoqué d'une certaine manière, en matière de créativité populaire au Sénégal, comment le peuple, dans sa diversité, réagit? C'est-à-dire, est-ce qu'il est totalement soumis ou est-ce qu'il fait comme vous? Il est en phase critique et il commence à se développer sur la base de la réponse aux besoins de vie ou de survie, à s'approprier ou à créer des nouvelles formes d'action, de lutte qui permettent d'aller dans la direction que vous souhaitez. Alors, je dis 2-3 phrases, mais comme tu le sais, la société, c'est un ensemble de forces et de luttes. Et ce qu'on finalement, ce qu'il en ressort, c'est ce qui nous est donné à voir. C'est ce qu'on va appeler la société. Mais elle n'est pas monolithique. Elle ne regarde pas ensemble, toute la société ne regarde pas du même côté. Il y a des lignes de fracture extrêmement importantes au sein de la société. Il est évident que les événements de mars 2021, suite à l'arrestation de l'opposant du président Sall, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, l'opposant le plus représentatif, on va dire, au jour d'aujourd'hui, du président Sall au Sénégal, Ousmane Sonko, pour ne pas le nommer, Ousmane Sonko a été arrêté et mis en garde à vue un peu prolongé, ce qui a créé un soulèvement populaire et qui a conduit à une douzaine de morts au Sénégal au mois de mars. Alors c'est pour dire que il y a eu un sursaut à ce moment-là. Les Sénégalais, dans leur grande majorité, ont cherché à demander au président de respecter les libertés élémentaires, les libertés politiques élémentaires, les libertés citoyennes. Ça s'est traduit donc par quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que c'était un bloc qui s'était mis face au président pour dire nos avancées démocratiques nous sont extrêmement chères, elles sont précieuses, on n'acceptera pas qu'un président vienne et marche dessus. Voilà. Et en fait, il n'y avait plus de clivage politique, il n'y avait plus de clivage j'allais dire social. Il y avait voilà, le peuple sénégalais est sorti sur la rue pour dire au président, là, tu dépasses les bornes, il faut revenir, il faut respecter les libertés individuelles, politiques et individuelles. Mais c'est pour dire qu'exceptionnellement, ce type de réaction arrive. Généralement, la société est fissurée, elle est plurielle dans ses positionnements, dans ses expressions, dans ses manifestations. Et au Sénégal, on est devant le même phénomène. Mais j'ai comme l'impression, après ce n'est qu'une impression, je n'ai pas encore eu la possibilité d'évaluer ça, de le mesurer, mais j'ai comme l'impression que il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent à nos thèses. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui voient que ce qu'on dit depuis longtemps,
n'est pas une vue de l'esprit. Parce que pendant longtemps, on a dit oui, non, mais eux, c'est des rêveurs, ils veulent faire la révolution au Sénégal, etc., machin. Mais petit à petit, on voit quand même que ce qui était dit advient. Il y a un certain nombre de choses qui adviennent et qui montrent les conséquences, qui offrent, pardon, les conséquences négatives qu'on ne voulait pas avoir. Et de plus en plus, donc, les gens sont interpellés quand même par la situation. Parce que le Sénégal est un pays qui a une croissance positive du début des années 2000 jusqu'à présent. Cette croissance, on peut se demander où elle est. Parce que quand on regarde les indicateurs sociaux, ils sont rouges, les indicateurs sociaux. Quand on regarde l'état des infrastructures est lamentable. Elles ne sont pas suffisantes, d'une part, mais elles sont dans un état où on ne peut pas vraiment les utiliser en l'état. Donc c'est compliqué. Les routes, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Sénégal, mais les routes, il faut les refaire, les routes. Par exemple. Et donc il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là, mais il reste beaucoup de choses à faire. Et au fur et à mesure qu'on avance comme ça, il y a de plus en plus de personnes qui disent ben oui, mais ce qu'on nous dit, c'est pas forcément juste d'une vue de l'esprit, c'est pas de la spéculation intellectuelle. Voilà, petit à petit, on a un petit peu de crédit, on a un petit peu plus d'écoute. Et dans nos manifestations, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ce que nous faisons. Je crois qu'on n'est pas forcément sur la mauvaise voie. Martine, tu souhaites une dernière question ou une dernière réflexion éventuelle? Et sinon, après, je demanderai à nos trois invités de nous dire en quelques mots, pour motiver, je dirais, la découverte de leur ouvrage. Martine? Non, j'ai appris beaucoup de choses et vraiment, je vous en remercie. Quelle énergie. Bravo. Merci. Vincent, depuis ton iPad. Oh, il n'a pas envie de parler, Vincent, ce soir. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà, pour nos trois invités, donc, oui, en quelques mots, en cette fin de soirée, là, ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble, peut-être attirer l'attention sur quelques éléments qui donneraient envie à des lecteurs de découvrir votre livre. Je vais laisser Abdraman conclure, parler le dernier et puis vous remercier. Non, mais en fait, là, je vais juste... excusez-moi. Voilà, Abdraman, vas-y alors. Sergueï? Oui, je n'ai pas là, laisse-moi faire alors. J'ai quelque chose à conclure. Oui. D'abord que je sens, comme Abdourahmane l'a dit, une sorte de vague, une lame de fond qui allie à la fois une revendication d'anti-impérialisme, et qui s'exprime surtout par un sentiment anti-français, c'est vrai, et qui se développe aussi en regardant un peu le secteur économique, les nouveaux partenariats publics-privés. Abdou a beaucoup parlé de l'envahissement par Auchan. Mais là, je veux aussi montrer comment le partenariat public-privé, qui se traduit par des grands projets d'infrastructures qui sont grassement financés par l'AFD, par des banques aussi contrôlées, comme la Banque africaine de développement, par exemple, contrôlées par le capital européen américain, nous met dans l'enveloppe partenariat public-privé, ces grandes infrastructures
dans lesquels ce sont encore les entreprises françaises qui viennent gagner des marchés, qui viennent exécuter ces marchés. Tous ces mécanismes-là, maintenant les gens les comprennent. On n'a plus besoin d'aller à l'école pour les comprendre. Tout ça est maintenant traduit. Et ça c'est un vrai réveil, une vraie lame de fond qui, si on ne fait pas attention, va s'exprimer comme ce qui s'est passé en mars au Sénégal. Je voulais dire ça et dire aussi que, en fait, cet ouvrage, c'était la contribution du Sénégal pour le rapport alternatif sur l'Afrique. Nous venons de lancer ce rapport qui est alimenté par des études. Voilà, en Afrique du Sud, au Maroc, en Guinée-Bissau et dans d'autres pays. Et c'est toujours dans la même orientation épistémologique et idéologique. Et nous, on voulait vraiment travailler sur le domaine des rapports. Parce que les rapports faits par les institutions internationales sont l'instrument d'orientation stratégique et de suivi de notre insertion forcée dans la mondialisation. Et c'est aussi dans ce cadre-là que s'inscrit cet ouvrage. Alors, ce que montre Abdou là, c'est le rapport numéro 0 qui a été lancé en 2018, mais lui n'a pas encore reçu sa copie pour le rapport numéro 1 qui a été lancé il y a 15 jours. C'est ça que je voulais dire en conclusion en vous remerciant infiniment. Merci à toi. Merci. Je pense que ce n'est pas la peine d'en rajouter. L'essentiel a été dit. Et ce que je voulais simplement, peut-être un dernier mot pour conclure, c'est le plaisir que j'ai eu à discuter avec vous sur le travail que nous venons de finaliser et publier. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup on n'a pas forcément beaucoup d'espace pour exprimer ce que nous exprimons. C'est-à-dire que ce que nous vivons aussi dans les Suds est quelque chose de très prégnant dans les Nords. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une sorte de néolibéralisation du monde, même de la culture, j'allais dire. On n'est plus seulement dans l'économique, là, on est dans la société entière. Et cette façon de vivre qui n'est que branchée sur la consommation, l'hyperconsommation, etc., eh bien, cette façon, elle opère un peu partout et elle nous empêche aussi de pouvoir diffuser nos idées sur un auditoire beaucoup plus large, ce qu'on aurait souhaité, bien entendu. Mais je pense qu'on aura des occasions. Ce livre, son intérêt, c'est que vraiment, il fait le point sur la pandémie, non pas d'un point de vue sanitaire, attention, non pas d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue social. D'un point de vue social et d'un point de vue économique. Ce que nous avons cherché à montrer, c'est que finalement, la pandémie a eu un coût social et économique extrêmement élevé en Afrique, mais un coût sanitaire moindre. Parce qu'il y a eu moins de... la population a été moins touchée par la pandémie, par le virus lui-même. Alors, bon, certains ont donné l'explication de la démographie, ce que rappelait tout à l'heure Sergueï, c'est-à-dire, ou Cheikh Oumar, je ne sais plus lequel des deux, c'est-à-dire qu'on dit l'Afrique a été moins touchée parce que sa population est plus jeune que la population européenne, notamment, et américaine. Ça peut être une explication, parce qu'en effet, on avait, au début en tout cas, quand est arrivée la pandémie, on disait que c'était une maladie de personnes âgées. Et on s'est rendu compte finalement que ce n'était pas exactement ça, mais ça n'était pas non plus très loin de cette hypothèse de travail-là. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que finalement, si au niveau sanitaire, on a été très peu touché, au niveau économique et social, la pandémie a révélé la faillite des modèles
et des stratégies qui ont toujours été mises en place au Sénégal, mais pas que. C'est dans toutes les économies africaines, puisque c'est la Banque mondiale et le FMI qui est à l'origine qui sont à l'origine, pardon, de ces politiques que vous connaissez, que vous ne connaissiez pas encore jusqu'à une période assez récente. Parce que moi, je me souviens, quand je parlais de plan d'ajustement structurel ici au début des années 90, au milieu des années 90, les gens ne comprenaient jamais de quoi je parlais. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris parce que les plans d'ajustement structurel sont basés sur les politiques d'austérité. Tout le monde a compris maintenant parce que les politiques d'austérité, en France, c'est rentré dans les mœurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça fait partie de notre culture maintenant. Tout à fait. On est gouverné comme ça, avec l'austérité. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les coupes sévères des budgets de la santé ont créé la situation qu'on a aujourd'hui dans les hôpitaux. Alors, on ne le dit pas assez. On dit toujours qu'il n'y a pas de place. Mais pourquoi il n'y a pas de place? Il n'y a pas de place parce que l'argent qui aurait dû servir pour construire les places a été orienté, je ne sais pas où, ailleurs, en tout cas pas dans le secteur social, comme on le sait, là justement un coût social extrêmement élevé. Et maintenant, les gens comprennent un peu plus quand on parle de politique d'austérité, quand on parle de l'imposition du déficit à 3%, qui n'a pas de sens, qui n'a aucun sens, qui n'a pas de sens social, qui n'a pas de sens économique, qui n'est pas scientifique, on ne sait pas d'où ça sort. 3%, pourquoi? Personne ne peut le justifier. Je défie tous les économistes ici ou ailleurs qui me disent qui est-ce qui justifie qu'on fasse, qu'on ne puisse pas dépasser un déficit public de 3%. Or, ce qu'il faut dire et qu'on ne dit pas assez, c'est que le déficit public, c'est un excédent pour les autres acteurs de la société. Ça, c'est intéressant à dire. Et ça, c'est une autre perception du problème de l'argent public et de son utilisation. On n'est pas que dans l'idée de dire on dilapide l'argent public, il faut limiter ce fait. On est en train de dire que finalement, la redistribution qui est faite, qui est organisée par l'État de cet argent public, eh bien, ça vient renforcer les plus pauvres, ça vient créer des hôpitaux, des places d'hôpitaux publics, ça vient créer des écoles, ça crée des EHPAD dont on a aussi tant besoin aujourd'hui. Bref, ça crée les infrastructures et les équipements sociaux dont la société a besoin pour s'épanouir. Et donc, il faut changer de logiciel. Il faut faire une révolution culturelle à ce niveau-là, parce que l'idée et cette mesure de convergence du 3% de déficit public, cette mesure est appliquée quasiment dans le monde entier aujourd'hui, sans aucune raison scientifique. Sans aucune raison scientifique. Je vous remercie de votre attention et de votre invitation. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui, oui, merci Abdou. Et moi, ce que je vous propose, au nom d'Espace Mars, c'est peut-être qu'on se revoit dans 6 mois, soit avec les mêmes acteurs pour faire le point un petit peu sur les évolutions internationales et sur la situation en Afrique. Voilà. Qu'à cela ne tienne. Hein? On prend date. Qu'à cela ne tienne, je pense que mes amis ne seront pas mécontents de l'invitation. OK. Merci beaucoup. À très bientôt et bonne fin de soirée. Merci Dominique. Merci Dominique.